ben, on va commencer. Entrez dans la salle, hein, pas de souci. Et avant même qu'on commence, comme dans d'autres endroits, loi de la mobilité universelle, si ce que je vous raconte ne vous intéresse plus, vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'hésitez pas à sortir, il n'y a pas de débat. Même si c'est juste après avoir essayé de gagner les Legos et d'avoir lamentablement perdu, vous pourrez quand même partir, je ne serai pas fâché. Et du coup, on va vraiment commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler on va parler de DevOps, si je pose le cadre global, et surtout de transformation de DevOps. Ça va être moins du comment je configure mon cube, comment je configure ma CI/CD, mais plus du comment j'amène ces sujets de transformation. Pourquoi vous galérez à aller solliciter de la mise en place de la CI/CD, de la mise en place de la couverture de test, que personne ne vous écoute. Je vous propose quelques petits tuyaux, quelques petites astuces pour emmener vers cette transformation et qui, vous en doutez, aura comment ça s'appelle, du répondant à une transformation agile, puisqu'on part finalement des mêmes éléments. Un petit merci évidemment à tous les sponsors sans qui on n'aurait pas l'occasion de faire ces conférences dans des conditions aussi agréables. Et je vous raconte 2 secondes comment ça va se structurer. On va faire un petit tour là au vestiaire sur rapidement qui je suis, qu'est-ce que c'est Ypon, je vous bassine pas trop avec ça, et surtout le quiz pour les Legos qui sont là. Et après, je vous explique un petit peu comment moi je mène ces transformations chez mes clients. Et au final, je vous donne un petit peu mes tips à la fin, je résume tout ça. Je m'appelle Jean-Rémy Revy, je suis responsable des architectes chez Ypon Technologies. On a depuis un an et demi une agence à Tours, si jamais ça vous intéresse. Et on est sur essentiellement la France, les États-Unis, l'Australie. Et mes sujets à moi de discussion, c'est l'architecture, l'agilité, tout ce qui est DevOps et transformation, sachant qu'en parallèle, je suis aussi prof à la fac en système de management, en système d'information et management. Voilà. Tout ça, vous allez le retrouver finalement dans ces sujets de transformation. Et si jamais vous avez envie, venez discuter avec nous, Ypon, avec moi au stand, et on discutera de ce dont vous avez envie par rapport à ça ou à d'autres sujets. Ce que je vous propose, avant de passer des trucs bien rébarbatifs, le caout. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous laisse un petit instant. L'idée, c'est découvrir un petit peu ce qu'est DevOps, ce qu'est Accelerate, qui est le fond du sujet, de manière un petit peu plus ludique, sachant que mes collègues Ypon n'ont pas le droit de jouer, ou si jamais ils jouent, ils ne gagneront pas. Je préfère dire. Et si jamais vous aviez déjà assisté à un quiz comme ça ou une de mes conférences, évidemment, les réponses ne sont pas les mêmes. Par contre, là, il y a des beaux Legos à gagner. Venez me voir ici, je vous les donne à la fin de la conférence. Est-ce que c'est OK pour tout le monde pour le code? Qui n'est pas prêt? Bon, voilà, je crois que vous êtes au taquet. Allez, je vais avancer. Attention, c'est pointu, c'est difficile, vous ne gagnerez pas comme ça. Je préfère vous prévenir. Allez, première question de curseur, ça a déplacé. Ah, ça s'affichait pas? Si? Ah, pardon, excusez-moi, vous savez quoi? J'ai fait une boulette, je vais revenir en arrière. Hop. Parce que si je vous affiche pas le bon écran, vous n'allez pas le voir. Ah là 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 là, pardon. Hop, on va recommencer, c'est pas grave. Pas de bol, il faut vous reconnecter. Attendez, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Ah si, c'est bon. Ah, désolé, on recommence, c'est pas grave, ça va me permettre de dialoguer un petit peu avec vous, puis vous dire ce que c'est Accelerate le temps que vous rentriez dans la conférence. Accelerate, c'est une étude qui est, comme l'indique la première question, issue d'un ensemble de sondages qui ont été faits, de rapports qui ont été produits sur base de répondants comme vous et moi dans le monde de l'informatique. Il y en a plusieurs depuis un certain temps, et il y a plusieurs typologies de personnes qui répondent, plusieurs typologies de pays. C'est vraiment suffisamment large pour que ce soit une étude statistique fiable sur les pratiques DevOps sur le marché. Suffisamment pour que ce soit derrière transformé en un livre qui vient condenser l'ensemble des recherches faites par l'organisme qui s'appelle DORA, de DevOps Research Assessment, je crois.
Et derrière, ça va discuter de tout un tas de pratiques DevOps. Donc on va quand même parler un petit peu de DevOps aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être frustrés si je commence tout de suite parce que personne n'est pas renseigné? Ouais, bon. Du coup, on va pouvoir recommencer cette fois-ci. Et pour confirmer mes propos, à votre avis, sur l'étude 2023, en 2023, combien de personnes, allez, affiche-toi, combien de personnes ont répondu à ce sondage pour vous donner une idée du chiffre? Je ne sais pas si je peux faire quelque chose. J'ai l'impression que c'est un problème de connectique. Je touche plus rien. Allez, 36 000 personnes. Il y a 36 000 personnes qui ont répondu à ce sondage. Statistiquement, c'est suffisamment fiable pour qu'on dise que c'est OK. Ah, sacré nom de bleu! Je touche plus rien. Allez, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, chaque année, il y a des gens qui ont des pseudos particulièrement spéciaux. Ok, j'avance un petit peu pour qu'on ne traîne pas trop. Notez en tout cas que si la majorité des répondants sont dans le domaine de la technologie, c'est bien plus vaste que ça. Et de nouveau, ça fait une étude statistique qui est suffisamment fiable pour que ce que je vous dise puisse être interprété comme quelque chose de vrai. Et à votre avis, combien d'équipes j'ai accompagnées avant de vous parler de ça? À titre d'information, c'est la hauteur, c'est l'altitude de la ville de Tours. Le premier qui dit que c'est mon âge, il sort tout de suite, pas de l'ego, je vous préviens. Je crois qu'il n'y a qu'une personne dans la salle qui pourrait éventuellement répondre parce que j'ai travaillé avec lui sur ces sujets-ci, mais je sais même pas, il sait qu'il n'a pas le droit de répondre. Ok, ça fait plus d'une cinquantaine d'équipes que j'ai accompagnées à travers ces démarches-ci. Je ne sais pas quoi faire, je suis désolé. Voilà. Plus de 50 équipes sur le sujet. Donc tout ce que je vous raconte, ce sera issu de retours d'expérience. N'hésitez pas à dès maintenant à noter ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, puis à me dire comment vous faites. J'ai d'autres collègues avec qui j'en discute régulièrement, qui n'ont pas la même approche, et c'est tout aussi intéressant de partager, en particulier à la fin. C'est qui la reine? Ouais, ok. Captain? Ouais, ok, tout dans le même coin, pas mal. Et bisous de papate. Ouais. Ok, évidemment, ça parlait de DevOps, il y a même pas une heure dans la salle. Ok, j'ai du public. En 2023, chose point précis, il y a une nouvelle catégorie qui a apparu ou réapparu. Laquelle c'est? Si vous ne connaissez pas déjà le rapport, ça va être compliqué, mais je vous avais dit que ce ne serait pas simple. Sachant que le tout est proposé en différentes catégories pour mettre en avant ceux qui ont plus ou moins de bonnes pratiques dans des espaces de performance similaires. C'est la catégorie élite, celle qui est réapparue. Ah là là, le classement a complètement changé. Là, c'est terminé. Il y a des échecs, il y en a confutés, Donc les 4 catégories, rapidement, puis je vous montrerai les chiffres après, ça va de low à élite, des gens qui mettent des mois à produire des logiciels et les envoyer en prod, à des gens qui mettent, je ne vous redonne pas toutes les réponses après, mais un temps de l'ordre de la journée. Vous voyez, cette palette-là, et sans stigmatiser ceux qui produisent lentement, ça vous permet de vous situer par rapport au marché. Dans le sujet de la transformation, ce sera important qu'on en parle après. Et donc, à votre avis, les médium performers, les moyens, ils livrent à quelle fréquence? Les médium performers, ils livrent toutes les 1 à 4 semaines. Okay. J'ai fait des projets sur lesquels on livrait que tous les 3 mois, voire on livrait pas du tout. Il n'y avait pas de débat. Il y en a encore aujourd'hui.
Il y a aussi des projets qui livrent toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, voire plus. Okay, ça vous permet juste de vous situer. Encore une fois, il y a le marché dans ces différents secteurs a plus ou moins tendance à livrer vite. Vous ne pouvez pas livrer moins vite que le marché si vous voulez survivre. C'est le fond du sujet. Bon, ouais, ça commence à se stabiliser tout ça. J'avance. Et il y a des entreprises pour lesquelles ça va trop vite. Il n'y a pas de sujet, c'est pas grave. Il faut juste se mettre dans la bonne dynamique de transformation. Je vous donne toutes les clés juste après. Les élites performeurs, la crème de la crème, eux, à votre avis, livrent à quelle fréquence? À la demande. En fait, ils ne se posent pas la question de quand est-ce qu'ils vont livrer, est-ce qu'il y a besoin. Ils livrent quand ils ont envie. Okay, ça peut être plusieurs fois par jour, ça peut être pas du tout, mais peu importe. Ils ont la capacité de tester, produire le code et produire les releases de manière tellement rapide que ça se passe dans la journée, parfois plusieurs fois par jour. Donc, ils ne se posent pas la question de quand. C'est qui Pouic? Ok. Les high performers, à votre avis, le commit met combien de temps pour aller du repo jusqu'en prod? Une petite marge de manœuvre quand même. C'est pas la crème de la crème, mais c'est quand même le haut du panier. Et j'en vois pas tous les jours non plus. Ça balise. Là, je sens que ça balise. Là, j'entends les... Ouais, c'est des brutes. C'est des brutes. La bonne fourchette, c'est 1 à 7 jours. Là, j'ai vraiment pris la moyenne. Les high performers, le commit, au moment où il est déposé, il va jusqu'en prod en moins de 7 jours. Donc, fini les phases de test manuelles, hyper longues, etc. Il y en a peut-être des plus fréquentes. C'est tout ce qu'on verra après. Vous connaissez les moyens de le faire, mais statistiquement, voilà ce qu'ils font. Ah, je sens que Pouic, c'est pas que de la chance. C'est pas que de la chance. Mais ça va super vite. Tous les 7 jours, vous livrez quelque chose en prod. Et il n'y a pas grand monde qui le fait sur le marché français. Et toutes les semaines, c'est vraiment un rythme effréné. Allez, presque les dernières. À votre avis, les high performers, en combien de temps ils rétablissent un service qui tombe? Un jour. Moins d'un jour, ils ont rétabli le service. C'est-à-dire qu'ils ont détecté la panne, ils ont corrigé et ils ont rétabli le service de manière fiable. Moins d'un jour. Alors, j'ai travaillé pour différents clients, du public, du privé, de la banque, de l'assurance, etc. Le un jour, c'est chaud. C'est chaud parce que ça tombe pendant la nuit, vous mangez déjà plusieurs heures le temps d'avoir l'équipe qui va pouvoir répondre. Enfin, c'est vraiment, ça a tout un système, toute une organisation derrière qui est lourde à mettre en place. Ah, Pouic, tu chutes. Qui c'est Arcane qui a 2 doigts de la victoire parce qu'il reste qu'une question. Hein. Allez. À votre avis, à part les rillettes, spécial dédicace, qu'est-ce qui réduit le burn-out dans toutes ces pratiques-là? Je vous ai dit que ce serait pas simple. Hein. Je vous voyais. Oh putain. Je lis sur vos lèvres. Il y a 2 choses en fait qui y contribuent, voire plus. Je vous les montre juste après. C'est issu de tout le modèle de recherche où statistiquement ils ont corrélé des résultats, des problèmes, dont les burn-out, à des pratiques, qui les utilisent et comment. Et statistiquement, qu'est-ce qui permet d'avoir moins de burn-out? C'est entre autres d'avoir du déploiement en continu, c'est d'avoir, alors pas directement sur le shift left security, la sécurité c'est bien mais c'est pas ça qui va changer la vie des gens, par contre de savoir que derrière il y a une culture qui va favoriser l'apprentissage, qui va permettre de
humainement, de se sentir bien, de ne pas accabler les gens, de voilà, une culture générative, ça c'est des éléments qui permettent de réduire le burn-out. Et le nombre de responsables, il y a des gens qui font de la production, qui sont ops au sens large ici, release manager ou autre. Ok, bon bah tant pis. Sachez que ces personnes-ci, ils vivent des calvaires au quotidien à cause de vous, en général. Et donc, ils ont besoin d'avoir ces cultures d'apprentissage, de partage, et évidemment, d'avoir un processus écrit propre, mais pas lourd. Tout ça, ça permet de réduire leur charge mentale et d'arriver à des situations un peu plus humaines et correctes. Alors, podium, Benjamin, qui est Benjamin? Je vais appliquer doucement. Ok. Pouic deuxième, pas mal. Et le premier ou la première, Gauthier. Ok, bien joué. Je vous laisserai venir récupérer les Legos juste après, puis vous vous arrangerez entre vous si jamais il y en a un qui vous plaît plus qu'un autre. Ok. Maintenant qu'on s'est un petit peu amusé, que je vous ai raconté un petit peu rapidement ce qu'était Accelerate, je reprends un petit peu d'odeur par rapport à tout ça, puis je vous décris ce qu'il y a un petit peu dans la littérature rapidement, parce que ce n'est pas le plus intéressant à mon sens, parce que vous pourriez déjà le lire. Accelerate, c'est un livre qui est sorti en 2018 et qui a fait grand bruit, parce que contrairement à d'autres livres avant, c'est une approche plus statistique, scientifique, je suis moyennement d'accord, mais statistique de comment on gère nos projets informatiques avec différents types de démarches et une grosse concentration sur les pratiques DevOps et évidemment du Lean Management. Nicole Forsgren, qui était la directrice de recherche, a porté le sujet, avec d'autres auteurs que vous connaissez peut-être, des livres comme The Phoenix Project, etc., etc. Donc ce sont ces auteurs-ci qui ont contribué à ce programme-là, avec autant de scientifiques au sens statisticien et recherche que de pratiquants, pour réussir à sortir des éléments déterminants. Le principal étant, je ne sais plus si je le dis après, peu importe, sachant que je vous donne tous les petits éléments. Ah si, pardon, j'ai oublié de le dire depuis le début. Vous faites pas suer à noter tout ce que je raconte. Si jamais c'était déjà intéressant, je suis content. Mais surtout, je vous donne les slides à la fin. Tous les éléments, les chiffres, les plaques, tout, et je vous donne tous les slides à la fin. Donc n'hésitez pas à noter que ce qui est important. Pour les photos, pareil. Par contre, vous avez le droit d'aller regarder avec les QR codes que je vous donne, les études, etc., qui sont le fond du sujet. Et donc ces études-là, depuis 2014, le premier que moi j'ai pu lire en tout cas, ces études-là, elles viennent dire quoi? Elles viennent dire oui, on a raison de mettre de la qualité dans nos logiciels. Les entreprises, le résultat statistique final, c'est les entreprises qui ont une bonne performance économique, elles ont des processus IT de delivery, et donc de réalisation et livraison au sens large, qui sont performants. Si vous voulez gagner de l'argent, ayez un IT fort. C'est en résumé ce que vend le livre, et ce qu'on constate finalement de différentes manières. Sauf que là, eux, ils l'ont fait sur 36 000 répondants, un peu moins à l'époque, mais avec du concret, des entreprises qui sont bien placées d'un point de vue, sur le cours de la bourse. C'est pas, ok, je gagne un petit peu d'argent, c'est les bonnes entreprises, celles qui performent financièrement, elles performent sur l'IT. C'est le gros de ce qui est évoqué, sachant que chaque année, les pratiques évoluent, les outils arrivent, tout ce qu'on voit dans toutes nos conférences, c'est traité, c'est balisé et c'est explicité. Et comme je vous montrais un tout petit morceau, ils ont derrière un modèle statistique qui leur permet de regarder comment la performance des entreprises, elle peut être influée par différents facteurs. Et quand je dis la performance, cette fois-ci, c'est au sens large, c'est aussi bien sur la performance au sens delivery, sur l'organisation que sur le bien-être au travail. Donc il y a vraiment tous ces aspects qui sont pris en compte, et il y en a de plus en plus qui sont ajoutés chaque année pour essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus cohérent possible et le plus explicite possible. Ça, ces éléments-là, ils sont... hop, ça ne marche pas, hop, ah si. Là, c'est cette partie-là que je vous montrais. Toutes les capacités qui sont là, c'est des capacités que vous connaissez déjà. Ah, fiche, reflute. Voilà, pardon. Les capacités qui... Ah oui. Non, mais ça ne veut vraiment pas. Hein. Hop, je sais pas si pas trop le... Hop, hop. Bref, les capacités qui sont sur la gauche, c'est toutes des choses que vous connaissez déjà, plus ou moins documentées. On ne va pas rentrer dans le détail de chacune, mais elles ont chacune un impact et qui peut être mesuré finalement derrière d'un point de vue statistique. Je vous redonne les métriques, là, la cheat sheet qui vous aurait permis d'avoir les bonnes réponses. Voilà comment classifie l'organisme Dora et Google Cloud qui a racheté ça depuis, pour vous donner une idée de ce que fait chacun. Je les prends très rapidement. Performance basse,
des entreprises qui vont livrer à la maille d'une application, parfois à la maille du système d'information, tous les mois, tous les 6 mois. Okay, voilà, ça c'est des entreprises qui n'ont pas un processus de réalisation et de livraison qui soit efficace. Et jusqu'à des livraisons, voilà, une fois tous les mois, c'est déjà un certain travail. Mais livrer une fois toutes les semaines en prod, ça demande une vraie rigueur et un vrai processus bien automatisé. Et la livraison à la demande, j'en parle pas. Je le redis, j'ai vu peu d'équipes arriver à ces niveaux de performance-là. Pour autant, l'ensemble du marché tend à s'accélérer, je vous montrerai ça juste après, et c'est vrai aussi bien pour ces métriques de vitesse, qui mesurent la vitesse à laquelle on est capable de délivrer, que la stabilité, qui sont finalement le pendant de la chose. Ça ne sert à rien de livrer vite quelque chose qui ne fonctionne pas. Globalement, ça ne sert à rien. En prenant ensemble ces deux métriques-là, on arrive à vérifier quelles sont les entreprises qui sont performantes et à guider vers le bon chemin. Ça ne sert à rien de livrer vite tout le temps si derrière on n'est pas capable de mettre en prod, et pire si ça crée des bugs pendant des mois et des mois. Dernier élément qui est apparu en 2020 ou 2021, c'est tout ce qui est disponibilité. Disponibilité et résilience. Pas de métrique parce que ça finalement c'est à vous de vous dire combien vous devriez pouvoir assurer en termes de disponibilité. En tout cas il n'y a pas de métrique qui en ressortent, c'est basé sur vos SLO, sur vos SLI. À vous de les déterminer. Mais vous avez déjà au moins ces éléments pour vous comparer et savoir où vous en êtes. Et je vous dis, le marché, alors, vous le voyez peut-être de manière indirecte, les bulles qui sont vers le haut augmentent au fur et à mesure. Là, j'ai pas repris les dernières de 2023, mais au final, les entreprises qui livraient, enfin ça a été redécoupé, mais ça s'étage, et si avant il y avait un espèce de fossé entre les bons et les moins bons, soi-disant, parce qu'au départ il n'y a pas beaucoup de réponses, ça tend à se stabiliser, et des entreprises qui livrent relativement vite, au moins à la maille du mois, ça devient peu ou prou la norme. Je pense que c'est le karma, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ça va revenir, j'espère bien. C'est pas grave, je vous en fais la lecture sans que vous l'ayez sous les yeux. Non, ça ne veut vraiment pas. Je retente. Toutes ces manières de faire, toutes ces capacités IT, elles sont définies par la DORA et elles évoluent de manière régulière. Ça veut pas. Et elles apportent un guide sur comment on peut faire. J'en prends quelques-unes que vous retrouverez facilement, et encore une fois, vous les retrouverez a posteriori sur SlideShare, puisque je vous les ai partagées, ou évidemment sur le site de DORA. Non. Et j'ai pas d'autres connectiques, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Au final, on va parler de quoi? On va parler de maintenabilité, de code, on va parler évidemment d'intégration continue, déploiement continu, tout ce qui permet si vous avez vu la conférence de Mathieu il y a une petite heure, toutes les pratiques qui contribuent à bien travailler dans le domaine de l'IT. Si tu as un peu d'aide à me fournir, je suis preneur aussi. Si je suis le premier, je pense que c'est le karma, j'ai pas le choix. J'ai pas de. T'as bien sûr, c'est là-haut que ça marche pas. Ah. Bon alors, tant pis pour vous qui étiez là en physique, ceux qui le reverront après, ça marchera nickel. Je peux mimer si vous voulez. J'ai un câble mais en comment ça s'appelle, en VGA. Ah. Bon, bah voilà, toutes ces catégories, je passe rapidement tant que vous les voyez. Elles sont listées un peu plus haut sur le petit QR code que je vous donne parce que c'est directement sur le site de la DORA. Et il y a des articles entiers qui y sont dédiés. Mais il n'y a pas que des pratiques tech dans cette étude. C'est ça qui est intéressant. Ah, c'est fou ça. Il n'y a pas que des. Bah, je vous commente, tant pis. Il n'y a pas que des pratiques tech. Il y a évidemment tout ce qui est culture culturelle, culture de l'apprentissage, culture d'entreprise et satisfaction au travail. Ce sont des capacités, c'est l'architecte qui parle, des capacités à mettre en œuvre pour que ça se déroule bien.
Et bien évidemment, il y a des sujets qui sont plutôt autour du processus, de comment on s'occupe de bien former ces processus, de donner du feedback, etc., etc. Merci. On fait une petite tentative. Je commente en attendant. Je vais tout faire à la fois. Merci beaucoup. Au final, on est capable... Je regarde si je peux le mettre surtout. Ah, mais peut-être c'est là. Mais tu dis, de toute façon, c'est le retour est bon sur ton PC. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire, messieurs, dames. On peut essayer comme ça. Je manipule, je discute. Donc, ce que je vous dis, c'est que ces capacités, elles permettent aussi sur l'aspect processus de travailler par petits lots, par exemple, si on parle un petit peu de lean management. Il est long le câble. De lean management, de visibilité dans le flux de travail, donc de visual management et d'affichage de ce flux de travail. Et ça permet au final d'apporter cette démarche processus transformation à l'instar de l'agilité, comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, je vérifie quand même que ce ne soit pas celui-là ou celui-là qui déconne. Peut-être c'est celui-là. Ça te va si c'est celui de la vidéo. Toc. Et donc, ces capacités-là, elles sont décrites avec différents articles. Et ce que je vous propose, moi, c'est de vous expliquer en substance comment je les mets en œuvre et lesquels je mets au fur et à mesure pour avoir quelque chose qui soit supportable par les équipes et qui apporte du résultat. J'ai pas dû débrancher le bon. Ouais. C'est un petit coup de main me donner. C'était celui-ci qui était branché. Ouais. Je viens de le, celui-là, on vient de le rebrancher pour un coup de main. Hop, hop, je le remets. C'était celui-ci qui est, c'est celui-ci qui était branché, me semble. Il est. Hop, 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 hop. Voilà. Je passe cette slide que vous ne voyez pas mais qui est magnifique parce que je l'ai travaillé avec mes petites mains. Et je vous... Ah, suspense, suspense. Ah, magnifique, merci. Je suis rentré comme ça. Accelerate, à l'inverse, qu'est-ce que c'est pas ou qu'est-ce que ça ne dit pas? Parce que ça apporte plein d'éléments de réponse, statistiques, des pratiques qui sont apparemment bonnes. Par contre, ça ne vous dit pas comment faire. Ça ne vous dit pas par où commencer. Ce qui constate, c'est que ceux qui utilisent ces pratiques ont des retours. Par contre, ils ne vous disent pas comment, par quoi ils ont commencé. Est-ce qu'ils les utilisent toutes ou pas? Ça, il n'y a que votre expertise et votre savoir-faire, ou le mien, qui soit capable de trouver le bon chemin. Et ce n'est pas des matrices. Et ce que dit Nicole Forsgren dans le livre, c'est qu'il y a une matrice de maturité. Je vais m'auto-flageller, hein, j'en ai fait pendant des années. C'est un outil de consultant, c'est magnifique, sauf qu'à la fin, si jamais ça évolue, c'est un chemin, c'est figé. C'est pas le chemin de progression. Donc, accélérer, ça vous dit, bon, pas de matrice, mais ça vous dit pas pour autant quel chemin emprunter. Par ailleurs, quelque chose qui m'a turlupiné à la lecture de ce livre-là, et mes amis qui sont plus versés dans le produit de l'agilité ne me contrediront pas, il n'y a rien sur toute la partie amont. Toutes les métriques que je vous ai données, ce sont de bons proxys de mesure, stabilité, lead time, etc. Mais ça ne vous dit pas comment bien faire vos changements en amont, comment bien designer votre produit. Et sans ça, pas de bon design de produit, évidemment, pas de bon découpage, pas de bons éléments, on n'arrive pas à avoir à travailler en petits lots. Donc tout ça, c'est pas écrit et c'est pas du tout abordé dans le livre. Donc là, il reste tout un tas de méthodes à mettre en œuvre et ça, pour le coup, j'imagine que vous êtes suffisamment alerte pour les faire par vous-même. Et le dernier point qui me turlupine, c'est que même si ça part un petit peu du mal de burn-out, il n'y a pas cette vision systémique de l'architecture, les processus, enfin le système, dans son ensemble, c'est les technologies, les processus et les humains. Il n'y a rien qui l'interconnecte de manière évidente, donc c'est pas simple à lire, c'est pas simple à détricoter sur cet angle-là. D'autant que la compréhension du changement, ça fait pas si longtemps que ça a apparu. J'avance un petit peu pour être sûr de rattraper le retard. Comment moi je fonctionne pour être sûr de réussir à embarquer les entreprises que j'accompagne sur ces jeux de transformation? Le premier truc, c'est un petit peu comme vous savez les cycles du deuil, etc. Il faut d'abord avoir pris conscience qu'on n'était pas au bon endroit au bon moment. Okay, d'aucuns diraient créer le sentiment d'urgence. Il y a un truc qui est très bien fait, je vais passer rapidement cette fois-ci et vous aurez le temps de le faire par vous-même, c'est le quick check. Le quick check d'Odora, il vous pose
4 questions. Les 4, en gros, quelle vitesse vous délivrez, combien de temps vous rétablissez vos bugs, etc. Et ça vous donne votre positionnement par rapport au global et marché par marché. Je ne vous fais pas la démo dans la foulée, mais c'est 4 questions à répondre. 4 questions, ça prend 5 minutes. Hein. Et ça vous dit, voilà où vous êtes, vous, et voilà où en est votre industrie. Et pas manquer, à chaque fois que j'arrive devant un directeur de projet, le DSI, son adjoint, un directeur de domaine, je lui fais, regarde, toi tu travailles dans, je sais pas, le retail, tu livres une fois tous les 3 mois, la moyenne du retail c'est tous les mois ou toutes les semaines. Tu n'y es pas. Donc tu vas te faire manger. Il n'y a pas de débat. Et c'est vraiment cette prise de conscience, ça crée un espèce de choc, de, j'y suis pas. Et c'est pas moi qui le dis juste avec le petit logo de ma société en tant que consultant. C'est l'intégralité du marché qui le dit vis-à-vis des études. Et ça marque. Ça, c'est le premier point où je secoue les gens et je les embarque. Avec des éléments que là, par contre, vous connaissez peut-être tout autant. La fameuse loi de rendement maximum, où à un moment, ça ne sert à rien de rajouter du monde pour faire. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On peut rajouter du monde seulement si on a des processus qui sont bien faits derrière. Ça ne sert à rien d'être 15 sur un projet en monobranche. À un moment, ça ne marche plus. Si on passe à 20, c'est la catastrophe. Comment on fait pour réduire ça? On découpe avec les bonnes pratiques, que ce soit d'architecture, que ce soit de gestion de branche, que ce soit de pratiques de gestion de conf, avec de la CI/CD pour tester plus vite, avoir des retours plus vite. Je ne vous fais pas l'article. On a des plafonds, mais les Elite Performers, eux, profitent bien plus, Elite Performers profitent bien plus de ces effets de masse parce que justement, ils sont organisés pour être suffisamment autonomes et délivrer rapidement. Voilà l'autre élément, si je n'ai pas convaincu généralement d'un point de vue statistique, voilà des éléments qui généralement sont convaincants. Et le dernier élément qui est, alors les coachs le comprennent mieux en général, mais finalement en termes de processus et d'amélioration, si on ne va pas chercher de l'amélioration régulièrement, le processus pour tout un tas de raisons, ou l'entropie du système à minima, finit par se dégrader. Donc si on veut continuer à tirer parti de ces performances, dans ce cas-là, il faut mettre en place différentes pratiques, sachant que ça coûte de les mettre. Bon, certes, on perd un petit peu, mais au final, on finit par être gagnant. Donc, ces 3 éléments-là sont les éléments que j'aborde en général pour dire qu'il faut que vous changiez quelque chose. On peut commencer petit, mais il faut quand même commencer par changer. Voilà, pour être précis, ce que ne dit pas Accelerate et ce que je vous dis qui marche plutôt bien. Alors, à l'aune d'une 50aine d'équipes, peu ou prou, c'est toujours le même schéma. Comment on fonctionne pour que ça démarre bien? Quelles pratiques on va mettre en œuvre? Et c'est évident, les trucs, mais, je sais que c'est simple, pour autant ça ne mange pas de pain de le dire. Gestion de version, contrôle du code source, tout ce qui est bonne pratique de conf, de branche, etc. Ça commence systématiquement quand je fais un accompagnement, je regarde comment ils gèrent leurs branches, comment les équipes s'organisent autour de tout ça, et si jamais ça ne marche pas, c'est le premier point qui est facile à changer. Le deuxième, c'est évidemment mettre en place un pipeline d'intégration continue. Ça vous fera sourire de dire qu'il y a peut-être encore en 2024 des entreprises qui n'en ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Et quand bien même il y en a, certains ne sont pas efficients. Dans la conf de ce matin, là, on entendait le retour de la CI, c'est 5 minutes. Ok, c'est pas 2 heures. Okay, c'est tout un tas de petites pratiques qui permettent de recontextualiser ce qu'il faut faire. Et ça, c'est bien décrit et sur le site de Dora et dans la littérature. Et le dernier point sur lequel j'insiste, c'est les tests. La qualité en général, les tests en particulier. Ça, c'est les 3 points sur lesquels je fais les premiers focus. Et à l'échelle d'une équipe, à l'échelle du code dont elle est responsable, c'est facile à changer parce que je n'ai pas changé tout le système avec eux. Et pour autant, ça donne des résultats rapides. J'enfonce des portes ouvertes, mais malgré tout, c'est vraiment le chemin que je prends à 95% du temps. Et quand j'ai un petit peu de chance de travailler dans des équipes qui ont déjà une bonne culture du lean ou de l'agilité, on va évidemment compléter ça avec de la mise en valeur du flux de travail, avec du travail par petits lots. J'enfonce des portes ouvertes et ça marche bien. Donc pour aller un peu plus dans le concret, je vais prendre juste quelques petits exemples de ce que je fais. Alors, il y a plus longtemps, avant qu'Accelerate n'existe, les premiers trucs qu'on a fait, qui ont vraiment fait améliorer le processus, c'est demander à nos collègues les ops d'une manière générale, de commencer à mettre tout ce qu'ils avaient à produire dans Git et d'avoir cette base de code commun. Et pour aller encore plus loin dans les expériences qu'on avait régulièrement là, d'un point de vue organisationnel, on ne rapprochait pas les équipes ops et dev tant qu'il n'y avait pas une base de travail commun, et celle-là, c'était la base minimale. S'ils travaillaient sur des repos différents qui ne partageaient pas du code source, pas de rituel en commun, pas de rituel agile, rien, ça ne servait à rien en fait, il n'y a vraiment pas d'émulsion.
d'émulation. Après, peu importe la méthode que vous employez, c'est décrit, il y en a quelques-unes qui sont explicitées. Laissez les équipes, ou choisissez-vous en tant qu'équipe le flow qui vous convient, mais mettez-en en place, explicitez-le, partagez-le, et quand je dis partagez-le et explicitez-le, c'est assurez-vous que tout le monde ait compris. Ça m'est arrivé d'être dans une équipe où l'utilité qui dit ah si c'est ça qu'on utilise, et là il y a un froid, et en fait personne n'avait compris. Donc tous ces éléments-là, ils nécessitent d'être mis à plat. J'avance, ça c'est ce qui est évident. Le deuxième truc, c'est effectivement de demander à tout le monde de fabriquer, et toujours avec la même CI, avec les mêmes éléments. Je rigole parce que vraiment c'est des choses que j'ai vécues à chaque fois, tout ce que je vous dis là. Premier élément de transformation, les équipes avec lesquelles on travaille, ah c'est bon, j'ai livré avec la CI/CD. Ah ok, mais laquelle? Et en fait c'était juste son processus et son script sur son PC qui n'avait pas compris ce qu'il y avait derrière. Donc mettre en place des pratiques d'intégration continue, c'est effectivement le truc évident, et quelque chose qui fonctionne bien avec des entreprises qui sont ou ancrées dans de la démarche très ISTQB ou d'une manière générale, faire son pipeline sur des phases de test qui sont classiques et connues, partager un langage commun pour reprendre d'autres mantras, ça marche bien de le faire sur base de ce que préconise l'ISTQB avec différents niveaux, tests d'intégration, tests système, tests d'acceptance, etc., etc. Et ça, là, dans mes dernières expériences, on l'a fait de manière assez systématique, on partait de loin, mais c'est ce qui a permis à tout le monde de comprendre ce qu'on allait gagner en termes d'automatisation, et ce qui a permis à tout le monde de voir avancer dans le flux de travail où en était chacun des livrables. Je ne vous dis pas que tous les product owners ou tous les chefs de projet ne transpiraient pas à chaque livraison, mais à minima, ils ne se posaient plus la question de qu'est-ce qui est livré, ou qu'est-ce qui a échoué, pourquoi. La base. Et évidemment, le dernier point dont je vous parlais, l'automatisation des tests, ça reste les choses qui font peur. Ils me disent, ah là, les tests et tout, ça coûte cher. Voire j'ai des chefs de projet qui me disent, mais tu sais que moi, on m'a interdit de faire des tests unitaires parce que ça coûte cher. Bon, je vous en passe. Mais néanmoins, choisir la bonne stratégie, la bonne approche et l'expliciter suffit déjà à lancer la bonne dynamique. Dans ma précédente expérience, on était sur plutôt une pyramide des tests. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus en termes de démarche, mais à minima, c'était écrit, c'était partagé, et tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Dans d'autres démarches, dans des produits du digital, où on était plus orienté sur de l'intégration via des API avec l'écosystème, les tests d'intégration prenaient une part plus importante. Mais il faut le dire, il faut l'écrire, et après on le décline. Donc après, il y a les bons outils à mettre en place. Tout ça, là, je sais que vous savez faire. Et une fois qu'on a fait ces premières étapes, qu'est-ce que je fais ou comment on peut faire pour être sûr que ça reparte bien et que ce soit qu'on reparte pas sur qu'on réinvente pas la roue à chaque fois mais qu'on avance d'un cran. Un outil que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est un outil du Lean Management qui s'appelle le Value Stream Mapping. Alors, il est très utilisé pour vraiment la chaîne de valeur au sens large de qu'est-ce que je produis comme valeur, mais nous, informaticiens, informaticiennes, qu'est-ce qu'on produit? On produit des livrables informatiques. Et bien de vérifier étape par étape qui fait quoi, à quel endroit, à quel moment, et surtout mesurer combien de temps ça prend étape par étape. Moi, ça me permet de m'approprier le processus et ça permet à tout un chacun de relativiser. Je vais faire un truc horrible, j'ai dit à des gens, n'automatisez pas plus vos tests, ça sert à rien. Ils allaient y passer, je crois, 3 à 4 sprints à dépenser vraiment trop d'énergie pour quelque chose, alors qu'en fait, le processus bloquant qui était derrière, c'était une gate en prod et puis il fallait passer des certificats, machin, pour livrer. J'ai dit, on va arrêter, on va pas investir là. Moi, je vais aller toper du côté de la prod et du côté du CTO pour dire, il faut qu'on change le processus, mais n'investissez pas sur quelque chose qui va vous faire gagner 2 heures ou une demi-journée, alors que le problème, c'est les 15 jours de freeze qu'on a avant la mise en prod. Ou l'expliciter d'une autre manière en disant... le même tech lead me dit, ah non, mais ouais, moi je fais mes tests d'abord, bien sûr, je fais même du TDD. Et là, je prends à partie quelqu'un, c'est pas très classe, mais je savais comment ça allait se terminer, en lui demandant, mais est-ce que vraiment, c'est ce que toi tu fais? Est-ce que tu fais ça? En fait non, parce que j'ai pas les bons critères, et puis parce que je sais pas. Puis finalement, on a découvert qu'il y avait des processus différents, à minima de l'expliciter au travers de management visuel. Ça a permis de rendre concret les choses et que chacun se dise, ok, je vais faire autrement, on va tous se réaligner, et on va regarder là où ça pêche. Et quand il y a 25 000 étapes de validation dans la partie test, ok, peut-être que le problème il est plus là que dans l'automatisation du build qui va durer 5 minutes. Voilà. Tout ça c'est une question de rapport et de volume, et le Lean Management insiste beaucoup sur cette mesure omniprésente qui permet de guider les bonnes décisions. Et petit pas par petit pas, on finit par automatiser le processus. Quand je vous dis petit pas par petit pas, je vous redonnerai les échelles de temps après, mais c'est de la transformation, ça se fait sur le temps long.
Vous ne gagnez pas tout de suite. Enfin, vous pouvez avoir des coups, des victoires tout de suite, mais c'est assez rare. Ça s'inscrit généralement dans une transformation qui dure des mois et même plutôt des années. Comment je le restitue, c'est juste pour information. Étape par étape, je dis qu'est-ce qui est manuel, qu'est-ce qui est automatique, et à la fin, là, sur la ligne du bas, c'est le propos du value stream mapping. Quel est le temps de travail, quel est le temps d'attente? Et comparer le temps de travail et le temps d'attente, ça vous fait tout de suite vous dire où sont les problèmes. Et n'en déplaise aux agilistes et aux Scrum Masters en particulier, Scrum n'indique pas qu'il ne faut livrer qu'à la fin, mais il n'engage pas de faire autrement, par exemple. Eh bien, avoir du stock dans l'industrie, c'est un coût. C'est quelque chose qui est stocké, qui ne produit pas de valeur. Eh bien, si on fait une demi-journée de dev en début du mois et qu'on attend à la fin du sprint pour le mettre en prod, c'est de la valeur de perdu. Donc on va jusqu'à déconstruire des frameworks qui permettent de livrer bien, mais peut-être pas assez vite, en fonction de la situation. Il me reste 7 minutes, je devrais pas être trop mal. Je vous résume tout ce que je vous ai dit là, la manière dont je l'approche. Premier truc que je fais, prise de conscience, où est-ce qu'on en est sur le marché, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça va, et est-ce que j'ai convaincu ou pas. Si ça suffit pas, j'attaque pas forcément le sujet par des problèmes des problématiques plutôt techniques. C'est que moi je vais aller m'adresser aux bonnes personnes en tant que consultant ou en tant que coach, si je puis dire. Je vais aller regarder quels sont les autres leviers qui permettent de transformer. Ça prend plus ou moins de temps, mais ça ne sert à rien de se battre pour automatiser des choses si de toute façon on n'a pas l'aval d'un point de vue budgétaire, qu'on n'a pas l'aval d'un point de vue processus ou qu'on va dans un mur. On va le faire petit bout par petit bout. Il y a des exemples des exemples. C'est suggéré dans les études et sur le site de Dora ou sur la capacité à se transformer, il y a des choses à gérer. Ça, c'est vraiment des thématiques de coaching assez générales. Et après, en fonction d'où on en est, si on est low performer, ce qui arrive assez facilement, on met en place les premiers éléments et on automatise les déploiements, puis après on voit ce que ça donne. Et une fois qu'on a mesuré, qu'on a fait quelques cycles, on voit ce que ça donne, et parfois c'est suffisant. Il y a une équipe pour laquelle je travaillais qui faisait du réglementaire, ils produisent un logiciel, ils doivent faire 2 versions par an maximum. On n'a pas besoin d'aller plus loin, on a mis des bonnes pratiques, on a assuré la qualité. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Est-ce qu'intellectuellement ça m'a satisfait? Non, évidemment, mais je n'avais pas besoin de plus. Est-ce que c'est suffisant? Je m'arrête. Si c'est pas suffisant, tant que je suis pas low performer, en gros, j'ai pas besoin d'aller creuser sur autre chose que ces 3-4 capacités. Et du moment où on arrive dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, que c'est pas des ressorts évidents, là pour le coup, j'utilise plutôt le value stream mapping pour aller pointer ce qui marche pas et d'aller piocher dans les bonnes catégories, les bonnes capacités qui sont décrites. Là, je vous redonne un petit peu les éléments, là, les catégories. Voilà moi ce que j'ai constaté sur le terrain. Ça prend un temps de dingue de transformer. Et encore, il faut que les personnes soient motivées et qu'elles aient l'environnement nécessaire pour le faire. Des équipes qui sont passées d'une performance basse à moyenne, alors j'en ai une ou deux qui contreviennent à cet exemple-là, ça peut être plus rapide que ça. Mais en général, c'est 3 mois de travail. 3 à 6 mois. 3 mois, ça fait, si vous faites du Scrum avec raison de 2 semaines par sprint, ça fait 6 sprints. C'est pas non plus, je dis pas de bêtises, ouais. Ça fait 6 sprints, c'est pas énorme. 9 mois, voilà, dans des entreprises plus institutionnelles, ça peut prendre plus de temps. Et ça se multiplie par 2 en gros à chaque fois. Jusque-là, j'ai qu'une seule équipe qui est arrivée en performance haute. Et au final, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils arrivent à la limite entre moyen et haut, ils n'ont plus besoin de moi. Ils ont de toute façon la bonne dynamique pour s'améliorer en continu. Donc ça prend du temps. Et dernier point par rapport à ça malgré tout, c'est qu'il y a un économiste là, qui s'appelle Goodhart. Je ne me rappelle plus de la loi qui correspond à ça derrière, mais peu importe. Au final, quand ça devient des objectifs, c'est le premier truc qu'on va faire pour pervertir le système. J'avais des responsables qualité ou des managers RH qui ont dit mais si je me mets comme objectif ou que je mets comme objectif individuel de chacun de mes collaborateurs d'atteindre ce niveau-là, est-ce que c'est pas une bonne idée d'associer ça à de l'argent? Échec sur toute la ligne. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour avoir les bonnes stats au détriment du processus en lui-même. Qui plus est, ils cherchaient des optimums locaux et pas des optimums globaux. Et au final, que ce soit un objectif en soi de s'améliorer avec une valeur précise, ça devient débile. Il faut que ce soit mis sur un autre plan. Ça peut faire partie d'objectifs secondaires ou d'objectifs d'équipe. Ça peut être un OKR, ça peut être un objectif d'un PI, peu importe, mais pas des objectifs individuels et pas quelque chose de chiffré sur lequel on va claquer les doigts dès que ça ne marche pas.
Tout ce que je vous dis là, vous retrouverez ça sur les sites dédiés, hein, le site de Dora, notamment sur à la fois le livre, à la fois les différents rapports qui sont proposés chaque année. Et ce que je vous conseille vraiment de regarder, c'est cette partie-là, là, les capabilities. Finalement, le gros du travail, au-delà des stats qui sont pré-mâchés et des indicateurs qui ne sont que des indicateurs, c'est les capacités qui permettent de zoomer un petit peu plus sur le comment vous pouvez faire. Si vous voulez qu'on en discute, deux possibilités, je commence par celle-là. Il y a une communauté DoraFR sur laquelle il y a des gens qui proposent ce qu'ils font, qui expliquent. Il y a, je crois que c'est Decathlon l'an dernier qui a eu un award décerné par Google sur leur manière de déployer ça, qui n'est pas tout à fait celle que j'utilise moi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur du long terme. Si vous voulez en discuter avec moi, juste à la fin de la conférence, pas de souci. Sur le stand Ipon, on est tout en bas dans le hall, sachant que ça tombe bien. En plus, on a un petit quiz. Il n'est pas très tech, mais on a un petit quiz après pour ceux qui auraient perdu, ceux qui seraient un peu vénères là, de ne pas avoir répondu comme il faut. Et si vous voulez qu'on en discute de toute façon, ou dans les couloirs ou sur LinkedIn, que ce soit moi ou d'autres collègues, et pas forcément que des Ipon, ce sera avec grand plaisir, parce que c'est un sujet que je trouve, à titre personnel, passionnant. Je vous laisse ce slide-là, 30 secondes pour que vous puissiez choper les slides. C'est tout ce que je vous ai dit qui est déjà disponible. Donc n'hésitez pas à le repomper. De toute façon, c'est fait pour vous aider. Et le temps il me reste 2 minutes, je peux prendre une ou deux questions, sachant que je vous donne le QR code pour le rôti, enfin pour le feedback juste après. Est-ce que vous avez des questions? Ou vous avez faim? Ouais. La question c'est est-ce que ça s'applique à toutes les tailles d'équipe? Peu ou prou oui, mais pas forcément avec les mêmes moyens et pas forcément avec la même force de conviction. Quand tu travailles à la taille d'une petite équipe, c'est pas très compliqué, c'est peu compliqué de convaincre et c'est facile à embarquer. Quand là dans ce qui m'est arrivé, j'ai travaillé dans les sujets de transformation, on était certes en petite équipe, mais il y a 30 équipes, tu déploies pas les mêmes artifices. Donc ça change un petit peu. Après, si c'est des équipes de plus de 10 ou 15 personnes, ça devient vite complexe parce que forcément l'organisation naturellement se prête pas ou à aller vite, et c'est un des premiers trucs où, là pour le coup je l'écris pas comme ça, mais travailler sur une équipe où il y a 15 personnes dedans, de base l'organisation ne s'y prête pas. Donc dans les prérequis que je mets, c'est va falloir séparer, comme je le disais tout à l'heure, trop de monde sur la même branche de code, c'est pas possible. Est-ce que c'est ce que tu voulais en particulier ou tu as quelque chose de plus derrière? Ouais, la question derrière, c'est est-ce que ça marche pareil dans les tailles d'entreprise? J'ai vu, les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ont entre 200 et, je sais pas, et 3000 informaticiens. Donc 3000 informaticiens, c'est vraiment des grosses boîtes. On ne transforme pas tout d'un coup, c'est forcément petit périmètre ou périmètre homogène par périmètre homogène. Ce qui est sûr, c'est plus une histoire de culture d'entreprise que de taille d'entreprise. Une entreprise dans laquelle j'ai travaillé avec certains de mes collègues qui sont au premier rang, c'est un programme de 350 personnes pour une entreprise dans la grande distribution qui en fait 800 informaticiens, et je ne sais pas combien ils sont, plusieurs milliers. Il y avait une volonté de transformer qui était évidente. Le premier jour de ma mission, j'arrive, on me dit la qualité c'est non négociable, on devient éditeur de logiciels, il n'y a pas de débat, la qualité c'est le centre du sujet. Bon là j'ai un boulevard, j'ai pas eu de souci. Autre entreprise de taille à peu près similaire pour l'IT, non un peu plus. Culture très institutionnelle, le manager c'est le chef, il décide, etc. J'ai pris 2 fois plus de temps, mais j'ai utilisé à peu près les mêmes ressorts. Le dernier ressort que j'ai utilisé, qui était dans le leadership de la transformation, c'est en allant voir un des directeurs avec le schéma. Tu travailles dans quoi, toi? Dans la banque, regarde. Tu vois là, toi, t'en es là, et le marché, il en est là. Est-ce que toi, t'as pas envie d'être le premier de la classe et de montrer à tous tes copains à côté de toi qui sont sur des domaines différents que c'est pas toi qui sera le meilleur et qui aura les meilleurs résultats? Il me fait oui, je vais être le meilleur. Et puis du coup, on a enclenché la transformation. Ni plus ni moins. On a levé les barrières de test, on a levé les barrières de coût de qualité, les barrières de processus de manière évidente. Donc, pas tout à fait les mêmes ressorts de mon côté, mais au niveau des équipes, c'est souvent la même démarche. J'ai plus trop le temps pour des questions. Si vous en avez une, je les prends à côté. Et sinon, on en discute juste après. C'est l'heure d'aller manger. Bon appétit.